3... Oh, quelle plaît le calcul. Sa première mission est de résoudre un maximum d'opérations. La toupie doit toujours être en mouvement. Salut, soyez les bienvenus dans Xenius. Adrian est déjà à fond. Il fait connaissance avec notre sujet du jour, à savoir le stress numérique. Ce phénomène, nous le connaissons tous. Avalanche d'emails, de SMS, d'alertes et de notifications diverses et variées, bref, trop, c'est trop. Nous sommes en permanence bombardés d'informations par le biais de nos ordinateurs et de nos smartphones. Alors aujourd'hui, à l'Université de Fribourg, nous allons découvrir les conséquences du multitasking, c'est-à-dire la multiplication des tâches. Et nous apprendrons à les gérer au mieux. La première expérience dure 5 minutes. Objectif principal, résoudre le plus d'exercices de calcul possible. La toupie ne doit jamais s'arrêter. Dans le même temps, il faut reconnaître des sons. Et pour couronner le tout, répondre à des appels, à des emails et à des SMS. Mouton. Quand il est très concentré, il fronce les sourcils. C'est drôle, il fait toujours cette mimique. Oui, il doit être très concentré en ce moment. On le voit à sa bouche aussi. Bien. Maintenant, nous allons corser un peu l'affaire et lui envoyer en plus des emails. Il devra soit y répondre très vite, soit les supprimer. Un bébé qui me parle. J'ai pas le temps, désolé. Comment voulez-vous que je réponde? Je crois que je deviendrai zinzin. Plusieurs mails arrivent et ils doivent tous être traités. Allô? Ça marche pas. Bonjour? L'interlocutrice demande à Adrian de lui trouver un livre. Non, mais quel talent! Tant pis, quelqu'un d'autre le rangera. Bon. Je peux répondre aux emails maintenant? On va lui en envoyer 2-3 autres. C'est pas sympa. On dirait que quelqu'un veut m'empêcher d'effectuer mes calculs. Je vais finir par appeler Andrea Kiesel et lui demander d'arrêter de m'écrire des mails. Pour moi, c'est trop de pression. Et c'est bon, Ouf, tant mieux. c'est fini. Rien qu'à te regarder, j'étais stressée. Alors, comment c'était? Je connais bien ce genre de situation, alors j'ai essayé de m'organiser un tant soit peu. Malgré ça, je ne suis pas très content de moi, parce que je pensais quand même réussir à effectuer plus de calculs. Mais comment faire quand on vous envoie des emails en permanence et quand on vous appelle pour vous demander de trouver un livre? On a vraiment l'impression de pédaler dans la choucroute. On n'avance pas, on n'arrive à rien. Et je ne vous parle même pas des bruits continuels. C'était vraiment infernal. C'était comme si j'avais à côté de moi quelqu'un qui m'interrompait toutes les 5 secondes. C'est typique du télétravail, quand on a des enfants à la maison, par exemple. Mais ça peut aussi arriver au bureau, avec des collègues qui frappent à votre porte. Oui, et ce n'était que 5 minutes. J'imagine si c'était comme ça toute la journée, je crois que je démissionnerais au bout de 24 heures. Bon, à mon tour. On va voir si je démissionne tout de suite ou pas. Ça va être intéressant de te voir à l'œuvre. Et n'oublie pas de faire tourner la toupie. C'est parti. Émilie est autorisée à nommer les sons en français, sa langue maternelle. C'est une bonne idée de faire les calculs sur papier, non? Oui, mais ça prend plus de temps. Une sirène de bateau. Ça me vient en français. Ah non, c'est un didgeridoo. Et la toupie? La toupie, Et maintenant les mails. c'est ça. Contrairement à vous, pour l'instant, elle ignore les mails. Et elle oublie la toupie. Des mouettes et on a eu aussi des bruits. Oui, allô, c'est Émilie à l'appareil. D'accord. Merci, au revoir. On voit qu'elle a l'habitude de répondre au téléphone. La toupie. Oui, oui, j'ai vu. Et on a un chat qui est encore... Il paraît que les femmes sont plus douées que les hommes pour accomplir plusieurs tâches à la fois. C'est vrai ou pas? Non, pas du tout. En fait, il s'agit d'un mythe.
Tout est une question d'entraînement. En tout cas, notre test normalisé n'a permis de relever aucune différence. Ça, c'est l'aspirateur. Staubsauger. Oui, je suis un peu occupée là. Ok, c'est bon. Voilà, tu es relevé de ton poste. Je me suis concentrée exprès sur toutes les tâches annexes parce que je déteste le calcul. Tu sais quoi? J'ai fait pareil. Je sais que je suis nul en calcul. Je préfère effectuer les autres tâches. Par contre, tu es très doué pour reconnaître les sons. J'ai hâte de voir ce que ça donne. On va analyser tout ça. Cela fait 3 fautes. Alors, on s'est bien débrouillé? Eh bien, en vous observant, on se rend compte que vous avez tous les deux l'habitude de répondre à plusieurs sollicitations en même temps. De manière générale, vous avez bien réussi à gérer le cumul des tâches. Il y a quelques observations très intéressantes. Par exemple, Émilie a effectué 12 calculs sans faire de faute, tandis qu'Adriane a effectué 20 calculs, mais avec 3 fautes. J'en ai fait un maximum, quitte à me tromper. Nous appelons cela le compromis vitesse-précision. Nous avons soit des personnes qui sont très précises et travaillent un peu plus lentement, soit des personnes qui travaillent très vite et qui, de temps en temps, commettent des erreurs. Émilie, tu n'aurais pas un peu négligé la toupie? Honnêtement, ce n'était pas ma priorité. C'est également un classique. Les tâches de surveillance en arrière-plan ont tendance à être vite oubliées lorsqu'on se concentre sur autre chose. J'ai laissé un peu de côté la gestion des mails. Mais quand le portable a sonné, j'ai décroché de façon quasi automatique, sans réfléchir. Je l'ai pris et j'ai répondu. De nos jours, les sons émis par nos portables ont presque autant d'importance que l'appel de notre propre nom. Quand on entend son nom, on sursaute, on est tout de suite attentif, peu importe ce qu'on est en train de faire. Et où en est la recherche sur les effets du multitasking? En laboratoire, on se rend très bien compte que les contraintes liées au multitasking provoquent un stress physiologique. On peut également observer l'élévation du rythme cardiaque et l'augmentation de la sécrétion de cortisol. Réaliser plusieurs tâches à la fois demande donc une grande concentration. Pour le cerveau, c'est un sacré défi. Autrefois, le cerveau humain pouvait sans difficulté traiter la plupart des stimuli. Mais avec le temps, les défis se sont accrus pour notre organe de la pensée. Avec les médias électroniques, les informations nous arrivent à un rythme de plus en plus effréné. Dans notre monde numérique hautement connecté, notre cerveau est souvent exposé à un raz-de-marée de stimuli. En situation normale, lorsqu'un stimulus nous parvient, il est traité par le cerveau, qui se consacre ensuite au stimulus suivant. Une situation désormais très rare. La neuroscientifique Jana Fondakova tente de déterminer comment notre cerveau fait face lorsqu'il doit jongler en permanence avec des tâches multiples. Dans cette expérience, des volontaires doivent effectuer des exercices complexes en un temps limité. Ils doivent distinguer 9 caractéristiques pour chacune des figures qui apparaissent à l'écran et leur attribuer la bonne caractéristique en appuyant sur différentes touches. C'est éprouvant. Ça demande beaucoup de concentration. La scientifique entend ainsi reproduire des situations auxquelles nous sommes quotidiennement exposés dans notre vie professionnelle, mais aussi durant notre temps libre, l'enchaînement de tâches différentes à un rythme soutenu. Avec ce programme, on commence par tester la vitesse à laquelle les volontaires s'acquittent des tâches simples. Ils doivent ensuite prendre en compte de plus en plus de caractéristiques, par exemple la forme, la couleur ou le motif, à un rythme rapide. Dans ces situations, notre cerveau doit bien distinguer les différentes actions. Nous avons peut-être l'impression d'agir de façon plus ou moins automatique, mais en réalité, notre cerveau travaille très dur en arrière-plan.
Les volontaires passent également un scanner afin de déterminer quelles zones cérébrales sont activées pendant l'exécution de tâches complexes. Réponse, c'est le lobe frontal qui est le plus sollicité. Cette partie du cerveau se trouve à l'avant de la tête, au niveau du front. C'est en quelque sorte l'organe qui attribue les ressources nécessaires à telle ou telle tâche. Lorsque plusieurs tâches doivent être réalisées en même temps, cette partie du cerveau est très sollicitée. Elle doit être particulièrement performante pour que les différentes tâches soient effectuées dans le bon ordre. Ici, il s'agit de mémoriser plusieurs associations de visages et de lieux qui défilent à un rythme soutenu. Plus les tâches sont complexes, plus il faut de temps au cobaye. Un ralentissement également visible au niveau du lobe frontal. Lorsque nous observons un ralentissement, il va le plus souvent de pair avec l'activation du cerveau. Lorsque la tâche est très ardue et que le volontaire ralentit ou fait davantage d'erreurs, on note une activation particulièrement forte de cette partie du cerveau. Lorsque le cerveau traite constamment les mêmes informations, les actions devenues familières s'enchaînent plus vite. Mais lorsque des informations différentes se succèdent à toute vitesse, le cerveau a besoin de plus de temps pour les traiter. En outre, il arrive qu'une information soit mal interprétée. Plus la cadence est rapide, plus le cerveau est susceptible de commettre des erreurs. À cette grande quantité de stimuli, s'ajoute le fait que les différentes tâches se font de la concurrence. La personne est distraite. Je pense que chacun de nous a connu ça et que ce n'est agréable pour personne. On sait que dans ce genre de cas, on commet davantage d'erreurs et on répond plus lentement. Lorsqu'on se concentre sur une tâche et que l'on est distrait par une nouvelle tâche, la première doit passer au second plan. Le cerveau doit d'abord analyser cette nouvelle tâche avant de s'y consacrer. Un processus très gourmand en énergie. Quant aux enfants et adolescents nés dans ce monde hyperconnecté, ils sont confrontés au quotidien à des changements constants et ont un accès plus rapide aux nouveautés. Mais sont-ils pour autant capables de s'acquitter des mêmes tâches plus vite que les adultes ? Grâce à plusieurs études, les nôtres y comprises, nous savons que les enfants ont besoin d'un peu plus de temps pour répondre à ce genre de situation et font plus souvent des erreurs que les adultes. Lorsque les tâches s'enchaînent rapidement, le lobe frontal est particulièrement sollicité. Côté gauche chez un adulte et côté droit pour un enfant. Comme le lobe frontal se développe jusqu'à 20 ans, les enfants ne sont pas encore en mesure de passer d'une tâche à l'autre aussi vite que les adultes. Quant à l'impact de ces sollicitations multiples sur le développement du cerveau, il faudra encore au minimum 10 ans aux scientifiques pour y voir plus clair, le temps que les enfants ayant grandi avec des smartphones et des tablettes soient adultes. À l'heure de la révolution numérique et des innovations technologiques qui l'accompagnent, notre cerveau a parfois bien du mal à suivre. Mais il existe des stratégies pour aider notre cerveau à gérer plusieurs tâches à la fois. Nous allons voir ça tout de suite. Tout d'abord, continuons à explorer notre capacité à pratiquer plusieurs activités en même temps ici, à l'Université de Fribourg. Alors, quelles sont les règles du jeu? Nous allons vous montrer une image. Vous devrez dire si ce qu'elle représente est plus grand ou plus petit que ce carton. Et s'il s'agit de quelque chose de mécanique ou pas. Comment ça, mécanique ou pas? Un objet est mécanique s'il est électrique ou s'il bouge, tout simplement. Il faut aller vite, c'est ça? Oui, il faut en catégoriser un maximum en 1 minute. Très bien, alors c'est parti, on commence. Je suis prête. Petit. Pas mécanique. Si, mécanique. Petit. Mécanique. Grand. Petit. Pas mécanique. Petit. Mécanique. Mécanique. Grand. Mécanique. Petit. Mécanique. Stop! J'allais encore dire petit.
Maintenant, nous allons corser un peu l'affaire en ajoutant, en plus du changement de catégorie, un changement de langue. Pour chaque objet, vous verrez un drapeau qui vous indiquera dans quelle langue il faudra indiquer la catégorie. D'accord. Alors c'est parti. Concentration. Oui, Je suis prête. on commence. Pas mécanique. Petit. Petit. Non. Pas mécanique. Mécanique. Mécanique, pas mécanique. Mécanique, ça bouge. Mécanique, pas mécanique. Petit. Petit. Klein. Petit. Mécanique. Petit. C'est fini. Super dur. Bon, à présent, ça va être un peu plus facile. Chaque catégorie sera énoncée dans une seule langue. Donc, en allemand, ce sera toujours groß ou klein, grand ou petit. Et en français, toujours mécanique ou pas mécanique. D'accord? Très bien, ça marche. Alors, grosse. Pas mécanique. Grosse. Klein, pas mécanique. Groß, groß. Mécanique. Petit. Klein. Pas mécanique. Si. Mécanique. Pas mécanique. Pas mécanique. Groß. C'est terminé. Bien. Gut, dann On fait le point? mal aus. J'analyse les données. Et moi, je fais une pause. C'est bon, mon cerveau est reposé. Je crois que j'ai fait des erreurs. Alors, ça donne quoi? C'est très intéressant. Vous avez pu le remarquer, la difficulté varie selon les exercices. Le deuxième était le plus difficile, je trouve. Je suis d'accord. Ça partait dans tous les sens. J'ai vraiment eu du mal avec les deux langues. C'est vrai. Dans le deuxième exercice, il faut jongler entre les catégories et les langues. C'est là que vous avez tous deux identifié le moins d'objets en 1 minute. J'en ai compté 25 pour Émilie et 29 pour Adriane. Lors de l'analyse de la troisième partie de l'expérience, j'ai fait une observation intéressante. C'est là que vous étiez tous les deux les plus performants. Avec un exercice simple comme celui qu'on vient de faire, on remarque qu'on peut le maîtriser assez rapidement. Est-il donc possible de s'entraîner au multitasking? Absolument, c'est tout à fait possible. Jongler entre plusieurs tâches est plus facile si on s'exerce sur plusieurs jours, sur plusieurs séances. Cela demande moins d'efforts, même si l'exercice garde le même niveau d'exigence. En revanche, aussitôt qu'on introduit de nouvelles tâches, la difficulté revient. Cela veut dire que la souplesse peut se travailler dans le domaine où elle est nécessaire, mais on ne peut pas vraiment la transposer à d'autres domaines d'activité. Si je comprends bien, en s'entraînant, on peut diminuer le stress lié à certaines tâches. Ou ça n'a aucun rapport. Effectivement, la tâche devient alors moins pénible et le stress s'atténue, de même que la fatigue. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant, quelques stratégies pour éviter le surmenage numérique. Des dizaines de tâches, de mails, d'infos diverses et de SMS. Chaque jour, le stress numérique est partout. Au travail, mais aussi souvent à la maison. Il faut être conscient d'une chose. Cette technologie nous est tombée dessus si vite que nous n'avons pas tous pu apprendre à nous en servir avec la mesure nécessaire. Il vaudrait mieux faire appel plus souvent à notre mémoire, car notre cerveau a besoin de ça pour rester en bonne santé. Psychiatre et chercheur en neurosciences, Volker Busch est confronté quotidiennement au surmenage de ses patients. Selon lui, il existe des échappatoires pour chacun d'entre nous. Une stratégie consiste à prendre les choses l'une après l'autre. C'est surtout au travail que notre cerveau est confronté à de nombreuses sollicitations simultanées.
Un stress durable peut alors s'installer et s'avérer à terme contre-productif. Si on veut se montrer suffisamment performant dans ce qu'on fait, il faut savoir faire preuve de discipline et rester concentré sur une seule tâche, se plonger dedans, même si dans un premier temps ce n'est pas forcément gratifiant. À long terme, en revanche, on est récompensé par un taux d'erreur réduit et une meilleure efficacité. Mais même en se concentrant sur une seule chose à la fois et en s'acquittant de ses tâches l'une après l'autre, il est possible de rester englué dans un stress durable. Car à force de travailler et d'être connecté en permanence, on oublie souvent une chose très importante, faire une pause. De nos jours, en Allemagne, moins d'une personne sur 4 prend régulièrement sa pause. Cela veut dire que la majorité des gens est prête à y renoncer parce qu'elle pense avoir trop à faire. S'aménager des pauses régulières est pourtant indispensable. Planifier des plages de détente de manière disciplinée et s'y tenir est primordial. Le mieux, c'est de s'arrêter 10 à 15 minutes toutes les 2 heures. En effet, lorsqu'on lève le pied, un système très spécial s'active à l'intérieur du cerveau. Les chercheurs l'appellent le réseau du mode par défaut. Ce réseau est tout sauf inactif, car c'est quand l'esprit est au repos qu'il se met à fonctionner à plein rendement. Les informations acquises pendant la phase d'activité sont ainsi enregistrées, triées et réorganisées. Ces moments sont très enrichissants et aussi très sains pour le cerveau. En clair, accorder à notre cerveau ces petites pauses régulières dans notre quotidien nous donne toutes les chances de traiter correctement les informations vues et apprises. La bonne nouvelle, c'est que le cerveau fait cela quasiment de lui-même. Tout ce qu'il faut, c'est faire en sorte de ne pas le surcharger de stimuli en permanence. L'idéal pour ce faire, c'est la déconnexion totale. Surtout le soir, une fois la journée de travail terminée. On peut par exemple s'aménager du temps loin de tous les outils de communication. L'ennui, c'est qu'il nous est justement difficile de nous en priver totalement. Chaque fois que nous accordons de l'attention à notre téléphone portable, cela déclenche un processus biochimique associé à la sécrétion de dopamine, l'hormone de la récompense. Du coup, nous nous accoutumons à un comportement auquel il nous est impossible de renoncer une fois la journée de travail terminée. On sait même aujourd'hui que chez une personne sur 20, cela crée une forme de dépendance. Le portable devient alors une drogue. Se déconnecter permet de rompre avec cette habitude et de s'aménager du temps pour des activités récupératrices, par exemple faire du vélo ou de la course à pied. Un bon moyen de se détendre, car le sport permet de réduire le taux de cortisol, l'hormone du stress. Cela ne fonctionne que s'il s'agit d'un sport d'endurance pratiqué de manière décontractée. S'il s'effectue dans un contexte de compétition, il sera plus fatigant intellectuellement et moins reposant pour notre cerveau. Durant ces pauses déconnectées, on peut aussi soigner ses relations sociales et mener de vraies conversations. Communiquer en permanence via les réseaux sociaux peut provoquer des pics de stress à force de se comparer aux autres et à l'image qu'ils renvoient sur la toile. Nous savons aujourd'hui que l'absence de vrais contacts sociaux ne peut en aucun cas être compensée par les rencontres et les discussions virtuelles. Tout comme rien ne peut rattraper un sommeil insuffisant. Le sommeil joue en effet un rôle central pour notre cerveau fatigué par les sollicitations professionnelles, chose que beaucoup de gens préfèrent ignorer. Des études démontrent que la durée de sommeil dans les pays industrialisés est en recul depuis des années. Au cours des 2 dernières décennies, elle s'est réduite de plus de 30 minutes. Mauvaise nouvelle, car pendant que nous dormons, notre cerveau procède à un grand rangement. Il enregistre les expériences utiles de la journée, se débarrasse des données superflues et se régénère. À l'intérieur du cerveau, l'antéhypophyse en particulier a besoin de beaucoup de récupération.
C'est là que nos performances intellectuelles les plus intenses sont localisées. Il y a notamment la volonté, l'autodiscipline, la capacité à planifier les actions et à les mener à bien, le contrôle des impulsions, toutes ces choses-là. Seul un sommeil suffisant permet de démarrer une nouvelle journée avec toute la concentration requise et de gérer tous les défis numériques du quotidien avec un minimum de stress. Le sommeil est donc très important pour lutter contre le stress numérique, mais l'exercice physique aussi. Alors quand on fait une pause à l'université de Fribourg, c'est en mouvement. En tout cas, je vais essayer de me déconnecter plus souvent dans mon quotidien. Par exemple, pas de portable pendant la pause de midi. On va voir si tu tiens le coup. En attendant, on vous dit à bientôt. Ça sonne? Je ne réponds pas. Oui, mais il est allumé. Je fais ma pause. Bon, allez. C'est vrai que tu ne réponds pas. Non, je te l'ai dit.